Voyage en récit Michel Lupin. et Geoffroy Scribe. Michel Lupin, je suis très honoré de vous rencontrer. Nous nous retrouvons à Ljubljana en Slovénie pour parler de vexillologie. Alors la vexillologie, donc la science qui étudie les pavillons, les drapeaux, les étendards. Et vous êtes fin connaisseur de ce domaine puisque vous avez été pendant plus de 20 ans le président de la Fédération internationale des associations de vexillologie. Le terme est en français, donc pour la FIAV. Qu'est-ce que cela suppose de faire, d'être le président de cette association de vexillologie, Michel Lupin? Le président a pour mission de maintenir la cohésion au sein des associations, de présider évidemment le congrès, principalement l'Assemblée générale, d'établir des contacts avec des différentes associations et des nouveaux candidats, de façon à permettre à l'association, à la fédération de s'agrandir. Et cela suppose-t-il beaucoup de travail? Y a-t-il des tensions parfois entre ces gens qui sont plutôt de sociétés ou d'associations plutôt savantes? Et on imagine que le climat est plutôt au beau fixe en général. Le climat est en général au beau fixe, mais il y a toujours des hurluberlus, comme on dit, qui mettent parfois un petit peu de piment dans les réunions. Alors Michel Lupin, vous êtes belge. Y a-t-il un rapport particulier de la Belgique avec la vexillologie ou bien aucun? Non, il n'y a pas de rapport particulier. Par contre, vous avez un rapport particulier du coup avec votre drapeau, le drapeau national, les armoiries évidemment. nationales. Le drapeau national, c'est pour moi le plus beau drapeau, comme pour tout le monde. Alors, on va citer ici quelques pays, enfin seulement certains, parce que vous êtes allé à peu près partout dans le monde. J'ai retenu de nos discussions que les congrès d'ailleurs avaient eu lieu à Barcelone en 1991, puis Zurich, Varsovie. Vous êtes allé au Lesotho en Afrique, au Swaziland en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Au Canada, on va citer aussi Abu Dhabi, on va citer le Japon, la Mongolie, vous avez pris le transsibérien. Je crois que vous êtes allé dans tous les pays d'Europe, Liechtenstein compris. Oui, en Europe, il n'y a que les îles Féroé, je ne suis pas encore allé. Donc les îles Féroé n'ont pas eu l'honneur de vous Non. voir arriver. J'espère pouvoir encore y aller. Vous m'avez dit aussi être allé en Corée du Nord. Comment Oui. cela s'est-il fait? Le principe du voyage en Corée du Nord est venu au moment de l'organisation du congrès international de Yokohama au Japon. J'avais l'habitude lors de chaque congrès de faire un voyage personnel dans les pays environnants et à l'intérieur du pays organisateur. Pour aller chercher des pavillons. Pour me faire des recherches sur les drapeaux, principalement des livres, faire des photos, contacter des gens, etc. quand c'était possible. Ce qui m'a permis d'ailleurs avec les années de tisser une sorte de toile d'araignée autour du monde. Et quand je voyage, j'ai souvent un accueil qui m'attend. Alors la Corée du Nord, c'est arrivé parce que bon, comme c'est tout près du Japon, je me suis dit, essayons d'aller en Corée du Nord, en Corée du Sud, donc des pays que je n'ai pas encore visités. Taïwan, les îles d'Okinawa, la Micronésie, les îles Palau, Guam, les Mariannes du Les îles Nord, Marshall. etc. Non, pas les Marshall. Je n'ai pas su l'inclure pour des questions de timing aérien. Oui. Alors, j'avais comme souvenir l'interview dans une émission de télévision belge qui s'appelait Striptease, c'est-à-dire on déshabille les gens, on leur fait sortir tout ce qu'ils ne veulent pas dire, d'un député communiste belge qui était allé en Corée du Nord plusieurs reprises. Et quand mon voyage est annoncé, je l'ai recontacté et je lui ai demandé une lettre d'introduction. Entre-temps, j'avais écrit à l'ambassadeur de Corée du Nord à Paris, qui représentait son pays auprès de l'UNESCO. J'étais venu à Paris pour le rencontrer, pour lui expliquer ce que je voulais. Et alors, ça s'est décidé comme ça au bout d'un an. J'avais expliqué que ce qui m'intéressait, c'était les drapeaux. Et je demandais la permission de faire, comment dirais-je, des photos de tous les drapeaux coréens qu'on pourrait trouver. Alors, ça s'est très bien organisé, j'ai été très bien accueilli, mais j'ai toujours été accompagné de deux guides francophones qui se surveillaient mutuellement et qui me surveillaient, plus un chauffeur. Ça n'empêche que j'ai gardé un excellent souvenir de ce voyage et j'ai pu, contrairement à d'autres, photographier tout ce que j'ai voulu. Combien de temps êtes-vous resté dans ce pays? Une semaine. Ouais, c'est quand même pas Ce rien. qui m'a permis d'aller visiter une commune populaire, qui m'a permis d'aller de la mer Jaune à la mer de Chine,
qui m'a permis aussi de visiter l'endroit où était signé l'armistice de 1953, où se trouvait sur la table le fanion nord-coréen et le fanion américain, soit dit en passant, qui aurait été oublié dans la fuite éperdue du délégué américain à la fin des pourparlers. Dixit, le Coréen du Nord. Puis on est allé dans la salle de réunion qui est encore en activité maintenant, où la frontière passe au milieu de la table. Quand vous venez de Corée du Nord, le côté sud-coréen est fermé, donc vous pouvez traverser cette petite ligne. Donc vous mettez un pied en Corée du Sud. Et quand vous venez de Corée du Sud, vous faites la même chose. Vous mettez un pied en Corée du Nord. J'ai fait les deux côtés, évidemment. Et dans cette salle, il y avait un certain nombre de drapeaux, je ne sais plus exactement combien, un petit drapeau de table qui représentait tous les pays qui, dans le cadre de l'ONU, avaient supporté les Américains pendant la guerre de Corée. Alors, justement, vous avez parlé d'histoire, on va revenir un petit peu à ça, parce que les drapeaux, vous avez les drapeaux des princes, les drapeaux des nobles des pays, les drapeaux des polices, il y a des dizaines de drapeaux, on va dire, étatiques ou représentant une administration dans nos pays. Qu'est-ce que cela dit de nos attachements, selon vous, de l'attachement d'un peuple à son pays et ou aux fonctions du pays? Mais je pense que l'histoire du drapeau provient notamment de certaines guerres où il fallait un signe de ralliement. Et c'est vrai que pendant les guerres mondiales du XXe siècle, on a tous été attirés par son drapeau français ou son drapeau belge, puisqu'en plus on ne pouvait plus le hisser. Et cet attachement est resté très fort dans certains pays, moins fort dans d'autres, puisqu'entre-temps sont apparus aussi des drapeaux régionaux qui sont parfois plus importants pour certains peuples que leur drapeau national. C'est le cas par exemple en Belgique où la communauté flamande est très attachée à son lion. Les francophones à leur coq. Donc voilà, nous avons en général plusieurs drapeaux qui flottent. Par exemple, sur un hôtel de ville, il peut y avoir jusqu'à 5 drapeaux officiels. Mais le drapeau national doit toujours avoir la préséance. Donc on met le drapeau national. En deuxième lieu, à la droite, on met le drapeau de la communauté, donc le flamand ou le wallon. En 3, on met le drapeau européen. En 4, éventuellement le drapeau de la province. Et en 5, éventuellement le drapeau de la ville ou de la commune. Ce qui fait que certains hôtels de ville sont toujours très pavoisés et parfois certains ajoutent encore des bannières historiques. C'est très visible sur certains hôtels de ville en Flandre, par exemple. Alors parmi tous vos voyages, quel drapeau avez-vous eu le plus de mal à dénicher, à trouver ou à retrouver? J'ai plutôt fait des trouvailles inattendues. Pas nécessairement prévues au départ, mais il est vrai que... Par exemple, vous vous rappelez de certaines trouvailles qui vous ont marqué, qui vous ont... Ah tiens, je pensais pas à ça. Oui, j'ai fait une trouvaille assez exceptionnelle quand je suis arrivé au Sikkim, petit pays enclavé entre l'Inde et le Bhoutan, annexé contre sa volonté par l'Inde. Quand je suis arrivé au Sikkim, il y avait une exposition sur la famille du Chogyal, donc le roi ou maharaja local, qui avait été démis de ses fonctions lors de rattachement à l'Inde. Et il y avait sur un des panneaux de l'exposition le fanion de voiture du Maharaja, qui avait été gardé, je suppose, dans les archives. Et là, vraiment, c'est ce qu'on appelle un scoop. Il était beau? Il était beau. Il est blanc, entouré d'une bande rouge, et au milieu, une roue qui est le symbole du bouddhisme. D'accord. Donc celui-là, vous avez fait une photo, j'imagine, comme beaucoup d'autres. Oui, là, je n'ai pas pu me le procurer. Par contre, au Bhoutan, je me suis acheté une série de drapeaux avec le dragon, puisque si le dragon est officiellement blanc, pratiquement les gens le brodent de multiples couleurs. Donc vous avez retrouvé le nom de cette tribu dont appartenait le drapeau? C'est pas tout à fait une tribu, c'est plutôt probablement un clan. En fait, j'avais lu dans un livre que la reine Victoria d'Angleterre avait donné un drapeau à la reine Makea Ariki de Rarotonga, dans les îles Cook au milieu du Pacifique. Et ça se passait au XIXe siècle. Je n'avais jamais retrouvé d'illustration concernant ce drapeau. J'avais écrit plusieurs lettres aux îles Cook sans réponse.
Étant sur place, j'en ai profité pour essayer de contacter la reine actuelle. Et le hasard a fait que j'ai eu un contact avec le président du Parlement local, qui m'a fait faire le tour de l'île, m'a montré un certain nombre de drapeaux que je ne connaissais pas, et qui m'a pris rendez-vous chez la reine. Et quand je suis arrivé chez la reine, je lui ai expliqué quel drapeau je recherchais. Elle m'a dit « Mais oui, nous l'avons encore, mais il faut revenir demain. » Alors je suis revenu le lendemain et j'ai vu le drapeau original qui était un petit peu abîmé, mais j'en avais fait une copie. En fait, ce drapeau était un peu particulier dans le sens que ce cadeau de la reine a probablement été fabriqué par le capitaine du bateau qui est accosté à Rarotonga, probablement pour signer un traité de protectorat. Et c'était le drapeau qu'on appelle d'appel à pilote, que l'on met donc à l'avant des navires quand on a besoin d'une aide. Ici, c'était le drapeau britannique entouré d'une bande blanche. Et dans un des montants de la bande blanche, il avait peint la face, enfin le buste de la reine Victoria. Depuis quand cette passion vous est venue, Michel Lupin? J'ai toujours été intéressé par les drapeaux dans ce sens que je connaissais tous les drapeaux, mais sans plus. J'ai d'abord été philatéliste, puis le hasard a fait que je suis parti travailler en Afrique. En tant que professeur d'histoire et de géographie? En tant que professeur de géographie principalement, et par la suite un peu de sciences. Mais j'étais passionné par l'histoire. Et alors... Donc là, nous sommes dans les années 60, pour les auditeurs. Nous sommes dans les années 60. Je suis arrivé en 64 à Conakry, en Guinée, où je suis resté 10 mois, puis je suis parti 3 ans au Congo ex-belge, à Kinshasa en particulier. Donc, j'avais demandé à mes parents de s'occuper de commander les nouveautés philatéliques qui apparaissaient à ce moment-là. C'était le début des indépendances africaines. Donc il y avait plein de timbres nouveaux, très beaux, des papillons, des oiseaux, des animaux, enfin toutes sortes. Et puis quand je rentrais, ça me prenait tellement de temps pendant ma courte période de vacances que je m'en suis lassé un tout petit peu. D'accord. Alors, en passant devant une vitrine d'une librairie à Bruxelles, en 1977, j'ai découvert un livre édité par un Américain, qui était le premier beau livre de drapeau, très grand, très gros, très épais. Et en le feuilletant, j'ai découvert des centaines de drapeaux, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et ça m'a passionné immédiatement. Malheureusement, le prix du livre à l'époque était très cher, donc je suis revenu plusieurs fois devant la vitrine avant de me décider à l'acheter. Puis j'ai contacté l'auteur du livre, un Américain de Boston, qui a créé d'ailleurs le mot vexillologie et la vexillologie en général, et les associations comme la FIAF. Comment s'appelait-il cet auteur? Il s'appelait Whitney Smith. Il est décédé il y a très peu de temps, il y a 3 ou 4 ans. C'est lui qui a créé le symbole, le drapeau de l'association de vexillologie. Oui, avec l'aide de quelques associations européennes qui se sont créées à peu près en même temps. Et alors je lui ai écrit, par chance il m'a répondu. La personne française qui m'a répondu était le traducteur du livre, qui m'a mis en contact avec un Belge, puis avec un Italien, puis avec un Allemand. Et en quelques mois de temps, je connaissais tous les grands collectionneurs ou vexillologues, je vais dire comme ça, parce qu'on n'est pas nécessairement collectionneur de drapeaux. On peut rechercher des livres, on peut écrire des articles. C'est la passion. Oui. Et vous, alors, avez-vous écrit justement sur le sujet? J'ai écrit un certain nombre de monographies, notamment sur des drapeaux en Belgique. Mais pour les congrès internationaux, en général, je tâchais de préparer une conférence qui était résumée au congrès, puis qui paraissait sous forme de petites brochures, de format A4, donc des drapeaux du style de Hong Kong, la Micronésie, des pays qui ne sont pas trop grands, où on peut un peu faire le tour de la vexillologie. Et puis, pour revenir à l'écriture, vous avez aussi écrit la préface de l'album des pavillons du service hydrographique de la marine française. Oui, ça a été, comme on dit, un must, parce que d'abord j'ai d'abord été surpris qu'on me le demande, mais bon, évidemment, ça m'a fait plaisir. Ça m'a mis le pied dans l'étrier des reconnaissances internationales. Alors justement, pensons un petit peu à ces pavillons que nous arborons dans les devants ou sur les places d'armes ou sur les monuments officiels. Quel sens cela prend-il pour vous
quand vous voyez un pavillon en berne? Un pavillon en berne, c'est quand il y a un décès important. En général, le décès d'un chef d'État ou qu'il y a un attentat quelque part et que les autorités d'un pays ami décident d'honorer Oui. le pays voisin, par exemple. Hein, il y a beaucoup de drapeaux qui ont été mis en berne de cette manière-là. Parce que derrière, la question c'est, trouvez-vous que... voilà, vous nous parliez des années 60, vous étiez en Afrique, nous sommes en 2022. Est-ce que l'utilisation ou la représentation des drapeaux a changé toutes ces années selon vous? Parce qu'on les voit arborer parfois dans des manifestations, par exemple le football, les manifestations sportives, en berne quand il y a un attentat ou un décès important au regard de la nation. Pour tout mariage civil, on s'adresse au maire dans lequel il y a à la mairie il y a un drapeau. Est-ce que vous notez au cours de ces 50 dernières années des usages un peu différents? Une très très grande évolution et un très très grand usage de drapeaux. Comme vous le dites si bien, dans les manifestations, maintenant, il y a toute association, tout club, tout parti politique, syndicaliste, etc. Tout le monde a des drapeaux qui sont souvent des logos et qui sont parfois changés d'une année à l'autre, hein, ou modernisés. Et un usage aussi plus conséquent du drapeau national. Ah oui, ça vous marque? Ça me marque. D'ailleurs, quand on va quelque part, c'est la première chose que je regarde. Je pense que je dois avoir une attractivité oculaire parce que Oui. quand je me promène, même en famille, je découvre un drapeau que les autres n'ont même pas vu. Alors, question qu'on a dû vous poser 1000 fois, mais comment expliquez-vous le fait que tous les drapeaux soient rectangulaires sauf celui du Népal? Bon, les drapeaux rectangulaires, en général, il y a plusieurs formats. Le format le plus usuel et le plus pratique, c'est 2 par 3. Dans le monde anglophone ou du colonialisme, de l'ex-colonialisme britannique, c'est souvent le format 1 par 2. Certains pays comme le Qatar ou l'Iran à une certaine époque utilisaient des drapeaux 1 par 5 ou même plus. Alors là, il y a une certaine régularité parce qu'aux Nations Unies, par exemple, où on fait flotter les drapeaux de tous les États membres, tous les drapeaux doivent être unifiés. Seuls les Suisses ont reçu la permission de garder un drapeau carré. Mais de ce fait, il est un peu perdu parmi les autres parce que bon, il a la même hauteur que les autres, mais pas la même largeur. Ouais. Alors le drapeau népalais a toujours été formé de 2 triangles, disposés d'une façon un peu parfois différente, mais l'un au-dessus de l'autre, ce sont des drapeaux militaires qui représentaient probablement la famille royale. Et à l'époque, c'était la famille du Premier ministre qui avait le plus de pouvoir et qui, par transposition, leur drapeau est venu dans le drapeau du Népal. Qui donne ces autorisations, par exemple à la Suisse, d'avoir un drapeau différent des autres? Vous avez parlé d'une autorisation, qui peut la donner? Les autorisations, il n'y a pas d'autorisation internationale. Parce que c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide. Il a souvent été dans les provinces et tout ça. Nous avons eu le cas en Belgique aussi, un usage de drapeau carré. Parce que comme il provenait en général des blasons, c'était plus esthétique et harmonieux de les transformer en drapeaux carrés. Bon, actuellement, je vois que chez nous en Belgique, les drapeaux carrés ont quasi disparu. Parce que quand on doit mettre 5 drapeaux sur une façade, il faut que le drapeau de la commune ou de la province harmonise avec le national, l'européen ou le régional. D'accord. Donc à ce moment-là, on a transformé les drapeaux carrés en drapeaux rectangulaires. Mais en Suisse, tout est carré, alors l'harmonie est plus facilement obtenable. Y a-t-il des utilisations, parce que je reviens aux utilisations du drapeau aujourd'hui, que vous regrettez? Vous trouvez que c'est soit trop, soit au contraire qu'on ferait mieux de les ressortir à certaines occasions et on ne le fait plus? Là, c'est un peu difficile de répondre. C'est vrai que, que lorsqu'il y avait des processions religieuses, on sortait toutes les bannières. Comme il y a de moins en moins de processions, évidemment, les bannières disparaissent. Oui. Mais j'ai trouvé quand même des églises où elles sont maintenant exposées aux colonnes, même parfois avec une très bonne restauration. C'est le cas dans certaines églises en Flandre où je suis allé faire des photos. Mais
Au sujet de l'utilisation, ce qui est important, c'est justement d'avoir cette fibre un peu nationale, hein, qui nous identifie à l'étranger. Moi, quand je voyage, si je vois le drapeau belge flotter, j'ai un petit pincement au cœur. Par rapport à la langue, justement, parce que vous êtes belge, en Belgique, il y a le wallon, le flamand, il y a aussi une minorité allemande, on peut parler le français. Est-ce que le drapeau symbolise aussi une unité par rapport à la langue? Enfin, je dirais une unité du pays, quelles que soient les langues qu'on peut y parler. Ben, c'est un fait, en Belgique, bon, les armoiries nationales ont comme devise l'union fait la force. Mhm. Maintenant, elle est mise dans les 3 langues, mais au départ, elle était en français, puisque le français était la langue officielle de la Belgique depuis de 1830 jusqu'après la Première Guerre mondiale. Et alors, bon, officiellement, il y a une certaine union, mais pratiquement, le nationalisme s'est développé très fort en Belgique et beaucoup de Flamands se sentent plus flamands que belges. Ce qui explique de voir le drapeau au lion noir sur jaune, notamment lors des courses cyclistes dans le nord de la France et en Belgique. Mais le drapeau de la communauté flamande a un lion noir sur fond jaune avec langue et griffes rouges. Tandis que le drapeau nationaliste n'a pas la langue ni les griffes rouges. Et la forme du lion est différente. En Wallonie, on s'est réunis un petit peu plus autour du coq, mais il a fallu longtemps avant que ça ne se développe parce qu'on est moins nationaliste de ce sujet-là. Un Wallon se sentira plus belge que Wallon à la limite. Et on sent que ça prend du temps, c'est-à-dire qu'à vous entendre, on sent que la constitution d'un drapeau peut prendre du temps, comme prend du temps la constitution même d'un État. Alors, question très personnelle, combien de temps avez-vous mis à établir toute votre collection? Et parmi cette collection chez vous, combien de drapeaux possédez-vous? Ça, c'est un peu la question piège parce que je ne les ai jamais comptés. Ce que je sais, c'est que j'ai certainement un minimum entre 1500 et 2000 drapeaux de table. Hein, j'ai tous les drapeaux des pays des Nations Unies, des États américains, des provinces canadiennes, des provinces historiques françaises, etc. Les grands drapeaux, en général, je ne les achète pas. Souvent, je les reçois. Parce que bon, il faut pouvoir stocker tout ça. Ça s'est mis dans des caisses, mais bon, j'ai des pièces uniques. Hein, j'ai reçu par exemple un immense drapeau de 2 mètres sur 3, si même pas plus. Oui. Je n'ai pas les dimensions en tête, qui est le dernier à avoir flotté sur la façade du palais provincial du Luxembourg en Belgique, qui représente donc l'écusson de la province avec un immense lion, le tout brodé. Actuellement, ce sont des drapeaux en nylon, donc c'est moins beau. J'ai comme drapeau particulier, j'ai récupéré, je ne connais plus le chemin, je sais que c'est venu par un mercenaire qui avait participé à un coup d'État aux îles Comores. J'ai le fanion de voiture du président Ali Swali des Comores qui a abouti chez moi. Tous les chemins mènent à la Belgique pour les drapeaux? Tous les chemins mènent à la Belgique, oui, d'une certaine façon. Mais disons que j'ai commencé vraiment ma collection en 1977. D'accord. Et ça a d'abord été la recherche de livres, l'identification de toutes les copies que je connaissais en noir et blanc. Je suis même allé une semaine parfois au musée naval de Bremerhaven en Allemagne avec un millier de photocopies pour essayer de compléter les couleurs des drapeaux que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? Y a-t-il des choses que vous cherchez encore? Moins maintenant, parce que bon, il y a tellement, il faut quand même se limiter un petit peu. La bibliothèque est énorme et il faudra penser à l'avenir maintenant. En ce qui concerne les drapeaux, vous m'aviez posé la question du nombre de drapeaux. Ce n'était pas mon but au départ de chercher des drapeaux en tissu ou des petits drapeaux de table, etc. Mais on m'a tellement demandé combien de drapeaux j'avais qu'un beau jour, je me suis décidé à acheter des drapeaux, à les collectionner, à les chercher dans des marchés, etc. Pour au moins avoir quelque chose de particulier à montrer aux gens, puisque c'est plus attractif de montrer une planche avec 100 drapeaux qui sont piqués, qui représentent tous les pays du monde, que de montrer 3 ou 4 livres. Justement, est-ce que vous réduisez un pays à son drapeau en disant tiens, j'y suis allé parce que j'ai le drapeau, ou je n'ai vu qu'un tout petit bout de ce pays? Mais en général, on ne sait pas visiter un pays en entier. Il faut retourner beaucoup de fois, sauf si c'est un petit pays, on peut faire le principal. En général, j'organise mon escale
je vais dire ça comme ça parce que bon, parfois j'ai fait de longs voyages, en préparant à l'avance des rendez-vous avec des autorités locales pour Oui. être sûr d'être accueilli. C'est ça. Et alors là, j'essaie d'obtenir un livre officiel et parfois un drapeau. Mais alors, je ne me contente pas de cela, je visite le pays. Quand je suis allé au Sultanat d'Oman, je suis allé finalement 12 jours. J'ai fait des excursions dans le désert, où là, on ne trouve pas de drapeau. Par contre, j'ai été reçu par le chef de la police qui m'a offert un immense drapeau de l'académie de police avec les armoiries et tout ça, qui est une beauté, qui m'a donné la permission aussi d'aller au musée et photographier tous les drapeaux qui étaient dans les vitrines. Et là, donc, j'ai fait une étude presque complète des drapeaux du Sultanat d'Oman. Et c'est un peu ma politique quand je voyage. Donc, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Et comme je suis géographe et que je suis passionné d'histoire, comment dirais-je, visiter le pays, ses lieux de culte, ses châteaux, ses palais, tout ça, m'intéresse tout autant. Donc en fait, vous joignez un petit peu l'agréable à l'utile, et c'est un petit peu la mise en pratique par le voyage géographique, par le déplacement sur place, d'une théorie, si je puis dire, une théorie sur le papier qui est de voir un écusson, un pavillon, un étendard d'un drapeau qu'on peut voir dans un dictionnaire. Vous concrétisez quelque part quelque chose une information qui nous est donnée sur le papier et vous allez la vérifier sur place. Tout à fait. Et ça, vous le notez aussi chez les autres vexillologues des congrès auxquels vous avez participé? Oui, bon, disons que des gens qui collectionnent un peu tout comme moi, ils ne courent pas les rues. Certains sont plus spécialisés dans les étendards militaires, d'autres sont plus spécialisés dans les fanions de yacht club, certains même, c'est assez rare, dans les fanions de procession. La majorité s'intéresse aux drapeaux nationaux, régionaux et communaux. Et alors, lors des congrès, on met tout ça un petit peu en commun, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun qui le souhaite présente une conférence, et ça peut aller dans toutes les directions, que ce soit de l'usage de l'informatique à l'exposition de toute une série de drapeaux. Eh bien, c'est sur toutes ces directions que nous nous quitterons, justement. Peut-être à l'affût de nouveaux drapeaux de par le monde. Peut-être pouvons-nous vous souhaiter, Michel Lupin, un bon voyage à venir, peut-être dans les îles Féroé. C'est le seul pays d'Europe dans lequel je n'ai pas mis les pieds. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons bon voyage et bonne découverte de drapeaux là-haut s'ils s'en trouvent et que vous ne posséderiez peut-être pas encore. Et il y a un drapeau des îles Féroé qui est le premier drapeau qu'ils ont fabriqué, avec une couleur bleue qui est différente de l'actuelle et qui est exposé dans une salle de classe dans une des îles. J'aurais bien aimé aller le photographier. Comment s'appelle cette île? Le savez-vous? Je ne sais plus. J'ai le nom chez moi, mais je ne connais pas par cœur, sur des noms très compliqués. Eh bien, nous allons vous laisser le temps d'aller le rechercher en retournant en Belgique. Bon voyage à vous, Michel. Merci. Au revoir.